ces messages-là. On parle de comment préparer un employé performant à un rôle managérial. Vous voyez, ça va crescendo avec, depuis les enseignements que nous prenons de coaching, que nous prenons avec Francis, qui est coach d'entreprise et aussi écrivain. Bonjour Francis et bienvenue. Bonjour Mireille, bonjour Calvino. Bonjour Francis. Hi Café. Hello Francis. Alors tout le monde est en beauté ce matin, c'est très motivant et je pense qu'on va discuter très sagement et qu'on va échanger, on va échanger sur des choses très, très subtiles. Vous savez, parfois malheureusement, les très bons employés, les employés les plus performants, une fois qu'ils sont nommés managers, il y a problème. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que les employés performants deviennent subitement des pet managers? Qu'est-ce qui explique cette différence-là dans la performance? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent déjà alerter qu'un employé performant sera un mauvais manager? Ou alors est-ce qu'il y a des façons de pouvoir préparer ou bien rectifier le tir avant que cela ne se produise? Donc, nous allons voir la différence qu'il y a entre la performance d'un employé et la performance d'un manager. Pourquoi est-ce que la performance d'un employé ne peut pas être un critère pour le nommer comme manager? Et pourquoi faut-il qu'il travaille différemment quand il passe d'employé à manager? Toutes ces questions-là, on va essayer de répondre et on donnera des astuces à ceux qui sont récemment passés managers afin qu'ils ne se plantent pas dans leur nouveau rôle. Voilà. Alors, on demande comment on commence donc par le premier. Tu as dit l'employeur, tu as parlé de l'employeur, comment un employeur arrive à être un piètre... Un employé. Non, un piètre manager. Comment un employeur performant arrive à devenir un piètre manager. Bon, peut-être je suis parti par le bas. Oui, le début, on commence par le Alors, début. il faut comprendre que le manager a un rôle assez spécifique qu'il a à jouer. Donc, quand vous êtes un employé performant, lorsque vous passez d'employé à manager, en fait, on n'a plus besoin de la compétence que vous aviez comme employé. La compétence qui a fait de vous ce meilleur employé, la compétence qui a fait de vous cet employé d'éclat, n'est plus la même compétence dont on aura besoin quand vous serez manager. C'est deux univers complètement différents. Lorsqu'on est employé, on est sur la tâche. Oui. On exécute la tâche. Lorsqu'on passe de l'autre côté comme manager, on n'est plus là pour exécuter la tâche. On est là pour superviser l'exécution de la tâche. C'est-à-dire que vous aidez, vous donnez les moyens à vos collaborateurs de pouvoir exécuter leurs tâches. Alors que hier, vous étiez au charbon, c'est vous qui exécutiez la tâche. Alors, il y a donc très souvent un problème de dépassement. L'employé performant d'hier n'arrive pas à se détacher de son rôle d'exécutant. Ouais, Il passe manager, mais dans sa tête, il veut toujours exécuter. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, il n'est plus là pour l'exécution. Il est là pour la supervision. Il donne les moyens afin qu'on puisse exécuter ce qu'il exécutait hier. Et à ce niveau-là, il faut commencer par interpeller celui qui a fait de ce dernier un manager. Lorsqu'on apprécie le travail d'un employé, lorsque sa performance est vraiment éblouissante, et on se dit qu'on a besoin de l'aider à monter. Alors, il y a toute une démarche. On ne se lève pas un matin pour nommer quelqu'un à un poste managérial. Il faut l'accompagner. Avant de l'accompagner, il faut le préparer. Parfois, vous avez des personnes qui sont des employés très, très performants, mais quand ils passent manager,
Vous avez l'impression que son équipe perd en compétences. Pourquoi? Parce que quand vous le transférez d'employé performant qu'il était, il faisait de très bons résultats. Quand il passe de l'autre côté, il passe avec toutes ses compétences techniques et n'arrive pas à transférer ces compétences-là à son équipe ou n'arrive pas à faire développer à l'équipe les mêmes compétences qu'il avait hier et qui lui permettaient de faire de bons résultats. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par travailler avec cet employé-là sur le plan psychologique. Commencer à lui faire comprendre que lorsqu'il passera manager, on n'attendra plus de lui qu'il soit un exécutant, mais plutôt un superviseur. Et comment se comporte un superviseur? Le superviseur n'est pas celui qui va accomplir la tâche. Le superviseur est celui qui donne du temps, est celui qui fixe les objectifs, est celui qui demande à l'employé s'il a besoin d'autre chose afin de pouvoir exécuter sa tâche. Et ce rôle de superviseur doit être fait de telle sorte que le manager n'ait pas besoin de descendre de son piédestal afin de venir exécuter la tâche. C'est vrai que lorsqu'on passe manager, on est souvent tenté de revenir exécuter les tâches parce qu'on se dit que nos collaborateurs ne le font pas très bien. C'est une erreur très grave. Parce que à force de descendre de son piédestal pour venir exécuter, ou bien pour venir montrer comment le travail se fait, alors on perd de vue les autres rôles qu'on doit jouer en tant que superviseur. C'est pourquoi il est important de sensibiliser l'employé d'hier qui est devenu manager aujourd'hui en lui disant votre rôle n'est plus d'exécuter les tâches. Votre rôle consiste à fixer des objectifs et à superviser et à vous assurer que vos collaborateurs ont la compétence dont ils ont besoin afin d'exécuter les tâches bien précises. Ça, c'est la première dimension, la préparation. La deuxième dimension, c'est de se rassurer que ce collaborateur performant n'a pas que la compétence technique, mais il a aussi la compétence émotionnelle qui va avec le rôle de manager qu'il est devenu. Lorsqu'on a une équipe devant soi, je prends un exemple très simple, on était par exemple le meilleur vendeur. On était le meilleur vendeur et grâce à nos chiffres records, on est nommé manager de vente. Quand on passe manager de vente, notre rôle n'est plus de faire les visites clients, notre rôle n'est plus d'aller vendre et de faire la prospection. Mais c'est de s'assurer que nos collaborateurs qui vont vendre sur le terrain ont les compétences indispensables pour vendre. Et que nous avons le comportement managérial pour pouvoir les accompagner. Parce que c'est le comportement managérial qui permet d'encadrer l'équipe de vendeurs. Alors que hier, il nous suffisait simplement d'être un très bon vendeur. Et c'est pourquoi, lorsqu'on passe donc maintenant de très bons vendeurs à chef de vente, généralement, il y a des problèmes parce que on ne fait pas la différence entre le rôle de supervision qui est désormais le nôtre et qui est différent du vendeur qu'on était hier. Je me souviens une fois, j'étais dans un restaurant et le chef cuistot était embarrassé parce que l'un de ses collaborateurs n'arrivait pas à servir normalement. Alors, il est parti de la cuisine pour venir servir les repas et s'excuser auprès des clients de ce que son collaborateur était encore en formation. Alors, ça c'était une erreur monumentale de sa part. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas de présence en tant que manager. Parce qu'on ne vient pas rattraper les erreurs d'un collaborateur en public et face aux clients. Parfois, vous devez apprendre à anticiper. J'étais un très bon vendeur, c'est vrai, j'ai fait des chiffres records et cela m'a valu une promotion. Maintenant,
quel est l'état d'esprit qui m'animait quand j'étais vendeur? Est-ce que mes vendeurs aujourd'hui ont le même état d'esprit que j'avais hier? Sinon, comment les aider à développer cet état d'esprit que j'avais? Prenons le sport. Vous voyez souvent, quand un entraîneur d'une équipe a été lui-même un grand footballeur, parfois il a du mal à réaliser que sur le terrain, ses poulains n'arrivent pas à faire le résultat. Et souvent, il est tenté de se lever. Vous voyez, parfois, il fait des gestes du pied. Parce qu'il se souvient qu'à son époque, il aurait pu faire ça pour changer le résultat. Mais sauf qu'aujourd'hui, il est assis à la place de l'entraîneur. Il ne peut plus rentrer sur la pelouse. Et donc, il a besoin de développer chez ses poulains les comportements et les compétences dont ceux-ci ont besoin pour pouvoir produire le résultat. Le très bon employé d'hier n'a rien à voir avec le manager d'aujourd'hui. Vous avez été un très grand journaliste. C'est ce qu'il faut déjà faire. On vous a fait confiance et maintenant on vous nomme à la tête de la chaîne. Vous n'irez plus présenter le journal. Vous aurez des gens qui vont présenter les journaux, qui vont présenter les émissions. Maintenant, votre rôle, ce sera de pouvoir superviser et d'apporter votre contribution afin que tout se passe bien. Vous devez avoir une grande intelligence émotionnelle. Et c'est pourquoi celui qui nomme l'employé d'hier comme manager aujourd'hui doit s'assurer déjà que ce dernier a les comportements qu'il faut comme manager. Le manager est d'emblée quelqu'un de calme et de posé. Le manager, c'est celui qui arrive à détecter rapidement les erreurs dans le travail de ses collaborateurs. Ce n'est pas celui qui doit à la fois être au four et au moulin. Vous avez parfois des directeurs qui vous disent carrément le travail a été mal fait, moi-même je vais le reprendre. Vous voyez, c'est très maladroit de la part d'un directeur de faire ça. Parce que lorsqu'il est nommé directeur ou bien manager, ça veut dire qu'on ne s'attend plus à ce qu'il soit dans l'équipe, mais il doit être au-dessus de l'équipe. Donc il doit entraîner les autres vers l'exécution des tâches et vers l'accomplissement d'objectifs qui ont été fixés. Mais en même temps, monsieur, est-ce que ce n'est pas un atout de quitter d'employé à manager? Parce que je suppose aussi que quand tu as été employé, quand tu deviens manager, tu peux avoir en face de toi des employés qui ne sont pas très habiles dans le travail. Tu confies une tâche, il fait mal. Ouais. Toi, avec ta conscience professionnelle, tu veux que ton travail soit bien fait. Toi, tu te mets à la tâche peut-être pour le montrer. Est-ce qu'en même temps, ce n'est pas aussi un atout? Alors là, on bascule dans le micro-management, qui est une erreur fatale chez les managers. Ça veut dire qu'en fait, vous donnez l'impression que vos employés ou bien vos collaborateurs sont des enfants et qu'il faut toujours leur montrer comment faire le travail. Vous avez la capacité de pouvoir expliquer à vos collaborateurs, d'accord? Expliquez-leur ce qu'ils doivent faire et regardez au sein de l'équipe, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est peut-être plus habile et qui peut les aider à développer les compétences dont on a besoin? Évitez de rentrer dans l'exécution des tâches. Ce n'est pas le rôle du manager de rentrer dans l'exécution des tâches. Le rôle du manager, c'est de pouvoir fixer les objectifs, donner les moyens et pouvoir superviser. Pour qu'une équipe soit autonome, le manager lui-même doit déjà avoir les bonnes compétences de supervision. Quand vous voyez des équipes où le manager a du mal à se détacher, c'est parce qu'en fait le manager parfois passe du temps à faire du micro-management qui consiste à exécuter les tâches par lui-même. Parce qu'une équipe ne peut grandir que si les maillons de l'équipe grandissent et gagnent en compétences. Mais lorsque c'est le manager qui est toujours appelé à faire X ou bien Y, à la fin de la journée, vous aurez l'impression que l'équipe ne sert pas à grand-chose. Quelles sont les compétences clés d'un manager? Alors, un manager doit pouvoir superviser. Et il supervise les objectifs qu'il a, par exemple, fixés. Un manager doit avoir l'intelligence émotionnelle de comprendre les émotions de ses collaborateurs. Je prends un exemple. Un collaborateur qui produit un travail médiocre peut ne pas être incompétent, mais peut simplement avoir un souci de compréhension
ou peut simplement avoir un problème personnel qui l'empêche de pouvoir travailler normalement. Le manager émotionnellement intelligent a la capacité de pouvoir déceler cela et de pouvoir apporter son aide. Le manager doit avoir la capacité d'anticiper. Par exemple, dans une équipe, un manager doit connaître la vitesse d'exécution de ses différents collaborateurs. Il sait que ce travail qui doit être livré à 10 heures, il est 7 heures du matin. Si je le confie à A ne le livrera pas avant midi. Par contre, si je le donne à B peut livrer d'ici 10 heures. Donc, le collaborateur doit connaître le manager doit connaître ses collaborateurs en termes de performance. Vous avez des employés qui ont tendance à bien travailler le matin, c'est-à-dire de 7 heures à 14-15 heures, ils sont efficaces. Mais après 14 heures, ils ont du mal à suivre, ils perdent de leur concentration. À l'inverse, vous avez des employés qui travaillent très bien le soir, c'est-à-dire que donnez-lui toutes les tâches entre 15h et 18h ou bien 15h et 19h, il va les exécuter sans problème. Alors, quand vous connaissez déjà vos collaborateurs, vous saurez comment leur distribuer des tâches. Et ça revient au fait que être un très bon employé, un employé performant, ne fait pas de vous automatiquement un bon manager si vous ne développez pas les compétences managériales indispensables dans votre rôle. Et votre hiérarchie qui vous nomme doit veiller à votre accompagnement. Sinon, on arrive à un désastre et malheureusement, dans beaucoup de cas, les gens se plaignent de ce que des bons employés d'hier deviennent des pet managers aujourd'hui. Okay, Francis, the word high-performing employee. Now, I want to find out from you, what are the attitude or habits of a high-performing employee or employees? High-performing employees are very focused. They are determined. They know their trade. When you see them work, you can see that they know their trade, and then they love what they do. Okay. And that's why when you identify a high-performing employee, the company tends always to promote them. But the problem now is when they are being promoted from successful employees to managers, there is a big gap that the company sometimes fail to see or to understand, that the high-performing employee of yesterday may not necessarily be a good manager today. So that's why it's important, first of all, to identify what made this person a high-performing employee. He was focused. He was result-driven. He mastered his job, and he has a good training. He has a good background. Fine, good. Now, when the person steps up to management position, will those skills still be useful? In most cases, those skills are no longer very useful. Because in your management role, you don't really need to be the best at your craft. You may have basic knowledge of the craft, but you don't need to master it. What you need to master is your ability to supervise, your ability to empower people, your ability to support people for them to achieve their goals. Because yesterday you were a high-performing employee because you were able to do the things that you were supposed to do. But today, you no longer do those things, but you help people to do what you were doing yesterday. As a result of that, your new role is about you being the best supervisor. A supervisor is somebody who supports his co-workers. A supervisor is somebody who makes sure that the workload that he or she attributes to somebody matches with the person's ability to deliver. Yes. So it's more of a thinking role that you have now as a manager. It's no longer the operational that you used to be good at. And so this transition is really very difficult, and that's why a lot of high-performing employees of yesterday are today the worst managers. Yes, because that's a question I want to ask. Like, we have so many of them, like
if you're living from maybe an employee to a manager, you should be somebody that can, train other people. Yes. But we have good or high performing employee that do not even like to, share their intelligence with another person or Yes. to their colleague. Now, my question I want to ask is it that maybe when you're being given another position or you've been promoted as a manager, maybe the manager that was the present manager needs to first of all train you in a managerial position, or maybe you have to take your attitude from being the performance you were doing before to Yes. becoming a manager. Yes. Okay. There's a lot of groundwork to do before appointing people in managerial position. First of all, do they have the skills to become managers? Okay. It's not every high-performing employee who can automatically become a manager. There are some people who don't like people. Let's be blunt. They don't like people. And so when somebody doesn't like people, he can't be a manager. He can't. Because he will never be supportive. He will never care. And he will never appreciate what others do. There are people, all they want is simply do what they're supposed to do and they move on. But when you become a manager, it's not you who does the things. It's the people around you. Yeah. So you must be people-oriented. You must love people. You must be ready to support people and equip them in such a way that they can do what they're supposed to do. So it's no longer about you. It's about the other people. And as a manager, your performance no longer depends on you. Your performance depends on your team. Exactly. And so it is your ability to rally people and to achieve a goal that matters. It's no longer you as an individual. Yesterday, as a high-performing employee, it was about you, your performance and your skills. But today is about the people around you. So it is your ability to rally those people around a goal and give them the means to achieve the objective. But what about people that might have had a hint? Yes. Let's say you're working in an organization. Normally, news do fly, good news especially. Yes. And let me quote an example of Mireille. And maybe I got a hint that there should be, or there might be a promotion. Mireille will be heading or will be promoted as a manager. And I come and tell her, Mireille, hey, you have to start doing your work very well, because apparently they want to promote you to or they want to give you a managerial role. Now, just because she has a hint about that, she starts faking her attitude. So how would the company or how would the administration now get to know if she's actually competent? Because what she's doing is because she wants to impress the administration, the management, so that she can have a promotion there. After the promotion now, when you have a promotion, that is all. So how would they get to, get to discover the real person, like the attitude itself? Normally with companies that I work, they have processes prior to appointing somebody in management position. For example, you need to study the person's record track. Okay. How successful has the person been? What do people say about the person's ability to connect to other people? How friendly is the person? Because if a person is highly unfriendly, the chances of them becoming a good manager are very slim. But people who are naturally people-oriented, they tend to make good managers. So, if a person happens to fake, they wouldn't fake for that long. Okay. They'll fake for a very short while, because supporting co-workers is a great deal of patience and determination. That is, you see somebody underperforming, but you still believe in the person. You believe in the person's ability to improve, and you support the person. That's what we call a manager. A bad manager, when you underperform, he will sanction you. He will expose you. Good manager does not expose you. The good manager will make sure that he supports you and he provides you with whatever you need for you to improve on your skills.
That's why they say good managers are like shepherds. A shepherd does not leave behind his sheep. No. He will always make sure that they move in the same direction. Same direction, yes. yeah. And so that's why being people-oriented is a strong management skill that people should develop. Because it goes with a lot of other skills. It goes with patience. It goes with vision. Sometimes people do not perform well because they don't know the vision. And so the good manager is able to analyze the vision and to cascade it down to the team. So when you lack this ability to share the vision with your co-workers, you cannot be a manager. So it's very important for a manager to hold a vision and to share the vision. And it's sometimes the vision that will motivate the people to rally around a goal. That's it. Voilà, justement, je voulais demander, je m'arrête sur l'affaire de vision. Parfois, quand tu as la vision de la chose et que tu essayes de partager avec la nouvelle équipe que tu as, ça fait que parfois la nouvelle équipe ne comprend peut-être pas la vision. Ça prend du temps. Mais comment se comporter quand on est face justement à une incompréhension de la vision à ce moment-là? Alors un manager... Parce que vous êtes face à vos nouvelles responsabilités maintenant. Alors, un manager a l'obligation d'être patient. Ça, c'est non négociable. La patience est une qualité indispensable pour tout manager qui voudrait réussir. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que concrètement, le manager doit expliquer la vision et se rassurer que l'équipe a compris la vision et parfois demander à chacun comment est-ce qu'il compte contribuer à la réalisation de la vision ainsi expliquée. Parce que parce qu'en entreprise, le travail de chacun contribue à une grande vision, contribue à l'accomplissement d'une grande vision. Il est donc important que le manager se rassure que la vision est comprise et que chacun sait comment est-ce que sa contribution va participer à l'accomplissement de la vision. Et c'est un peu faire du grand écart. Parce que hier, l'employé performant n'était pas au courant de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, il doit naviguer au sein de toutes ces notions-là. Voilà la vision. Maintenant, comment est-ce que mon équipe contribue à la réalisation de la vision? Et comment est-ce que chaque collaborateur, en fonction de ses compétences, en fonction de ses moyens intellectuels et en fonction de sa détermination, peut contribuer à la réalisation de la vision. Ça, c'est un rôle clé du manager. Et c'est pourquoi la performance qu'on avait hier, la performance individuelle qu'on avait hier, ne peut plus nous servir aujourd'hui parce qu'on a changé de palier. Vous voyez? On a changé de palier et aujourd'hui, il faut avoir une vue d'ensemble, qu'on appelle en anglais the big picture. The big picture. The big picture. Big picture. D'accord. Monsieur, j'ai une question à deux volets. D'accord, Calvino. J'aimerais savoir, quand il parle de volets, j'aimerais savoir la différence, s'il y a une différence entre un leader et un manager. Bon, si oui, s'il y a des différences, quel est le rôle de chacun? Et tout à l'heure, vous disiez qu'un manager doit avoir une vision afin d'encourager, n'est-ce pas, les employés, de les mettre en confiance. Comment est-ce qu'un manager doit encourager ou alors encourager les employés ou alors les mettre en confiance? Oui, c'est ça. D'accord. Parce que les employés ont besoin d'être encouragés. D'accord. Alors la question de savoir si un manager est différent d'un leader, on en parle tous les jours. Un manager n'est pas un leader. Un leader n'est pas un manager. Un leader peut être un manager peut être un leader. Alors, lorsqu'on parle des managers modernes, les managers modernes doivent être aussi des leaders. Pourquoi? Parce que, tandis que le manager aura pour rôle principal de fixer les objectifs, de superviser,
de sanctionner et de récompenser. D'accord? Le leader aura tendance à motiver, à partager la vision et à veiller à ce que les équipes restent motivées et engagées. D'accord. Maintenant, lorsqu'un manager se veut moderne, il est obligé de développer son côté leadership afin de ne pas simplement avoir un rôle administratif. D'accord? Mais avoir aussi un rôle qui lui permet de rentrer dans l'émotionnel de ses poulains. Le manager a tendance à jouer un rôle purement transactionnel au quotidien. C'est-à-dire qu'il fixe des objectifs, il vous donne les moyens, vous les atteignez. Maintenant, quand il développe la casquette de leader, il va chercher à motiver. Il va chercher à mettre tout le monde à l'aise. Il va s'intéresser aux gens comme individus et pas simplement comme les maillons d'une chaîne. Vous voyez? Le manager, c'est le boss. Souvenez-vous, quand l'Afrique du Sud organise la Coupe du Monde de rugby, lorsque le président Nelson Mandela descend dans l'arène pour saluer les joueurs, il appelle chaque joueur par son prénom. Et les joueurs étaient émus. Mais comment ça, le président connaît mon nom? Comment il fait pour me connaître? Vous voyez un peu? Et donc, ça, c'est une dimension de leader. Wow. Parce que le leader inspire, il insuffle la confiance. Exactement. Le leader permet aux gens de pouvoir avancer, même lorsqu'ils sont fatigués. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un discours motivateur qu'on vous tient, et même lorsque vos jambes ne tiennent plus, vous allez ramper pour avancer. Parce que vous croyez en ce qu'on vous dit, Exact. vous croyez en ce qu'on vous vend. D'accord? Maintenant, pour revenir au manager, comment le manager motive? Alors, le manager motive de plusieurs façons. Parce que quand on a une équipe, tout le monde n'est pas motivé par les mêmes facteurs. Il y en a qui sont motivés par des bonus. Il y en a qui sont motivés par l'appréciation. Quand vous leur dites « travail bien fait, nous sommes fiers de vous », ça motive. À d'autres, il faut leur dire « d'accord, vous avez fait un très bon travail, vous recevrez une prime de, c'est pas moi, XX francs CFA ». D'autres veulent simplement que vous les appeliez devant tout le monde et que vous leur chantez les louanges devant devant tout le monde. Et là, la personne est tellement motivée. D'autres voudraient que vous leur confiez davantage de tâches. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs façons de motiver. Wow. Voilà, nous allons continuer, poursuivre par cette émission. Je l'ai dit au début, hein, vous pouvez envoyer des messages, on va lire ou encore appeler. Nous nous rendons du côté de Yaoundé avec Thierry On à la caméra pour poser la question à l'homme, le citoyen camerounais que nous avons rencontré dans les rues de Yaoundé, à savoir, selon vous, comment préparer un employé performant à un rôle managérial. Le Vox Pop. Oui, en entreprise, il y a ce qu'on appelle la passation de service. C'est-à-dire, pour un subalterne qui arrive, qui va vous remplacer, il doit prendre le temps d'assimiler la chose. Alors, vous devez prendre le temps de lui montrer tout ce qui est nécessaire pour l'entreprise, la documentation, comment ça se gère, et je crois que c'est tout. Donc il doit prendre du temps, il ne doit pas seulement venir s'installer là et commencer à gérer, non. Il ne pourra pas s'en sortir. Donc il a les informations déjà à prendre sur l'entreprise, la documentation de l'entreprise et tous les dossiers, quoi. Le management moderne prépare à ça. Parce que le type de manager qu'on souhaite, surtout pour notre société, c'est une structure hiérarchisée, n'est pas adaptée pour nos entreprises. Il faut un minimum de collégialité pour intéresser les collaborateurs. Tout le monde peut devenir manager, mais pourvu qu'il soit préparé et qu'il soit intéressé à la tâche. Qu'est-ce qu'un manager?
c'est là où on doit poser, c'est là où la question centrale se pose. Qu'est-ce qu'un manager? Un manager, c'est un dirigeant, un responsable qui gère pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Donc, on ne naît pas manager, on le devient. On le devient par l'apprentissage. Donc, un chef qui est consciencieux, parce que dans une entreprise ou une organisation, nul n'est indispensable. Et il faut toujours préparer la relève. Même si on est, comme on dit, une légende. On a vu des entreprises françaises, par exemple, qui ont connu des difficultés dès le départ d'un manager qu'on appelle une légende. Je peux parler de Paris Banque et autres. Maintenant, pour revenir à la question, il faut d'abord faire ce qu'on appelle un bilan professionnel de tous ses employés. Le bilan professionnel est très important. Ça veut dire qu'il faut les expériences. Une société ou une entreprise marche bien parce que les expériences enregistrées collectives de tous les employés réunis sont mises en profit pour le développement de l'entreprise. Donc, on prépare donc un subalterne en un. Tout le monde qui est dans l'entreprise doit parler d'une seule voix. Il n'y a pas seulement... Il y a bien sûr un service de production où il faut des ingénieurs, mais l'entreprise à l'heure actuelle est tournée vers la vente. Tout le monde peut produire, mais il faut vendre. Donc, tout le monde doit être intéressé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour n'étant pas un grand expert? Il faut d'abord, faire le bilan professionnel de ses employés pour voir les aptitudes et les attitudes. Intéresser les employés, non pas seulement par les gratifications, mais aussi par des encouragements, des lettres de félicitations, ce qu'on appelle des gratifications non financières comptent beaucoup. Et puis donc, essayer de voir les centres d'intérêt de chacun. C'est en fonction des centres d'intérêt qu'on devrait donc développer ce que l'employé a en lui. Et l'employé lui-même doit participer en disant comment il compte travailler pour le bien de son entreprise. De toute la manière, on doit d'abord le mettre à ses côtés pour qu'il essaye de voir comment nous-mêmes on travaille. Et de temps en temps, on lui donne des dossiers d'évaluation et on essaie de constater est-ce qu'il fait comme il nous a déjà vu faire. C'est-à-dire qu'il faut lui marquer des moments de confiance. Il faut lui accorder des moments de confiance. Et je crois que ça, c'est la chose la plus facile. It's simple. The best way for a leader to prepare a replacement is by focusing mostly on showing them, modeling what they should do. So, for example, providing them workshops for them to attend workshops, leadership workshops for that particular position, and then whatever it is, give them the opportunity to carry out, to lead in certain small activities within the enterprise. Yeah, give them some leadership roles, and then you see how they are performing, and then when you look at what their performance is, you can now base on their performance and then try to help them, guide them, reorient them so that they can be perfect. With that, you know, at the end of your career, or if you are moving from there to another position, someone is there who can take over your position.
En ce qui me concerne, j'ai travaillé dans une structure de la place et généralement je travaille toujours avec mes collaborateurs pour les imprégner du travail que je fais. Et là, ça leur permet que même à mon absence, ils peuvent me remplacer en intérim. Donc c'est un peu comme ça que je fais. Et là, même quand je suis partie de la société, celui qui prend la relève n'a pas beaucoup de problèmes vraiment. Et tous mes documents sont à leur disposition. Je suis ouverte pour répondre aux questions. Donc je pense qu'il faut être ouverte, il ne faut pas garder le travail pour soi-même comme si on était éternel. Manager? Elle est manager, monsieur. Francis? La question posée a été par moments ignorée. Donc parfois les gens ont développé des sujets qu'ils avaient peut-être dans leur tête où ils n'étaient pas peut-être attentifs à la question. À la question. Ici, ce matin, nous parlons de comment préparer un employé performant. Exactement, c'est performant. À un rôle managérial. Voilà. Parce que très souvent, les entreprises récompensent les employés performants avec des postes managériaux. Et il y a malheureusement cette transition-là qu'il faut pouvoir faire avec succès. Et quand la transition est mal faite, le bon employé d'hier, que tout le monde aimait et appréciait, devient subitement l'ombre de lui-même quand il passe manager. Et c'est le problème de beaucoup de nos entreprises aujourd'hui. Et c'est pourquoi il faut tirer la sonnette d'alarme en disant, c'est pas forcément parce qu'un employé est brillant qu'il sera forcément un bon manager. Et donc, c'est quoi l'équation à résoudre pour se rassurer que le bon employé d'hier sera le bon manager de demain? On a vu même dans nos administrations, on a vu des gens qu'on a beaucoup aimés, qu'on a beaucoup admirés. Dès qu'ils passent à un poste managérial, paf, tout s'éteint et vous commencez à regretter de lui avoir fait confiance. Donc, ça se passe dans la tête. Les compétences d'hier qui ont fait de vous cet employé modèle ne sont pas les mêmes compétences. Le très bon footballeur d'aujourd'hui, quand il passe entraîneur d'une équipe, il ne sera plus sur le terrain. Il sera dans les vestiaires, il sera sur le banc de touche. Et donc, il y a un comportement qu'il devra avoir. Votre meilleure coiffeuse, quand vous la nommez chef d'agence ou bien chef de votre salon de coiffure, elle ne sera plus là pour coiffer. Mais désormais, elle va superviser les coiffeuses. Elle va s'assurer que les coiffeuses ont le matériel de coiffure. Elles vont s'assurer que les conditions sont réunies pour que les coiffeuses puissent travailler. Et donc, c'est pourquoi il faut résoudre l'équation avant qu'on ne commence à avoir des déconfitures au niveau du travail du manager. Voilà. Francis, now, how can one do in order to become a high-performing employee? High-performing manager or high-performing employee? High-performing employee or high-performing manager? No, they're two different things. Okay. What because first of all, you have to be a high-performing employee in order to be a high-performing manager. I know. Okay. I know. A high-performing employee may become a very mediocre manager. Mediocre manager, oui, c'est ça. Yes. C'est ce qu'il a dit. And it happens so often. It happens so often. Yeah. Okay. Yes. But what could really be the reason? Is it like... The reason is the transition. The reason is the transition. Yeah. They're not prepared. Okay. Sometimes they don't understand that they have to be people-oriented. They need to be people-oriented. They need to be able to coach people. Need to be able to mentor people. Need to be able to supervise people. And they need to be able to check people's work in a very objective manner. Let me take an example. You are a good teacher. You teach very well. You're a very successful teacher. And then now you are appointed head teacher, or you're appointed vice principal. Vice principal, yeah. Yes. So your role now is not to be the teacher any longer. Your role now is to supervise the teachers. Is to provide teachers with the necessary tools to work well, to organize their work, and to support those who need your help to become good teachers. Yes. But what happens usually is that
that former teacher, that teacher who was very brilliant yesterday, when he becomes a manager, he still goes to the classroom to teach, one. And number two, he would tend to compete with his own teachers because he still wants to be the best. The best, okay. Forgetting that he's no longer at that level of teaching. He's now at the level of supervising the others and providing them with the tools to become better at what they do. So that's why a good manager may have been a poor performer yesterday or an average performer. And you see sometimes they appoint an average performer, an average worker in the managerial position, and then he excels. Yeah. Yes. Oui, voilà. Et donc maintenant, comment, c'est-à-dire la montée en compétence justement de ces futurs managers. Comment celui-là devrait, comment on devrait développer cela? Oui. Cette montée en compétence. Oui. Il faut s'intéresser à l'humain. Il faut s'intéresser, il faut développer la capacité de pouvoir interpréter une vision. Ouais. Il faut s'intéresser au développement personnel de ses collaborateurs, parce qu'à un moment donné, les collaborateurs peuvent manquer de la compétence. Et quand ils manquent de la compétence, les mauvais managers auront tendance à les remplacer directement. Ou bien à venir faire ce travail d'exécutant. Non. Quand vous apercevez qu'un employé manque de compétences, organisez des formations, envoyez-le en formation, qu'il aille acquérir la compétence et qu'il vienne la développer à travers des projets. Donc, le manager est là pour développer les autres. Le manager est là pour donner de la chance aux autres de pouvoir s'améliorer, de pouvoir éclore. Donc, le manager n'est pas égoïste. Le manager est quelqu'un de généreux en termes de développement des compétences. Alors que l'employé performant d'hier pouvait être très égoïste, parce qu'il était sûr d'avoir sa compétence et de faire son travail dans son couloir. Mais aujourd'hui, quand vous passez manager, on ne veut plus vous voir à la tâche, mais on veut que vous produisiez les mêmes résultats à travers vos collaborateurs. Voilà. Donc, en fait, le manager même d'une équipe, il doit permettre à son équipe de pouvoir mieux travailler afin que lui-même y soit... En fait, les compétences de son équipe lui donneront beaucoup plus du poids. Devant. But what if the manager does that, but he's not seeing any result? So he's forced to do what they are supposed to do. No. So what is he supposed? Okay, that's micromanagement. When the manager comes down to do the job, it's called micromanagement. Okay, now a manager that finds himself in such a situation whereby you're leading a team made up of recalcitrant people, who do not want to listen to you. Quand tu es pas justement avec des récalcitrants, justement c'est moi-même, je voulais arriver à ça. Everything possible. C'est pas évident. I've trained you people. This is what you're supposed to do. But at the end, they don't do anything. What is a manager supposed to do at that point? Then tu regardes seulement. Report to your hierarchy. Non, et quand tu n'as pas envie de report, si tu n'as pas envie de report, tu fais comment? Tu fais comment? The manager should just resign. No, don't resign. The truth is sometimes the way the manager communicates with his subordinates. Some managers are too blunt. Okay, they can't tell you things in a very cordial manner. They may shout, they may scold, and when you shout or scold at an adult, you create a barrier. You see? So ask yourself, how do I communicate? How good is my communication? Or am I too bossy? You know, when you are too bossy, it becomes a problem. Am I too bossy? Or am I too kind? Am I too lenient? Because the manager should not be bossy, should not be too lenient. There is a line in between being lenient and being bossy. Am I too arrogant with my people? Because if the people are not following,
it means there's a problem. So what's the problem? You need to find out what the problem is and be able to address it. Because no human being comes to work with the intention of not working or of not producing results. Now, maybe they have a personal problem with you. Maybe they don't like you. So what makes them not to like you? Find out. There's always a root cause. And your job as a manager is to investigate and identify the root cause. Once you've identified it, you're not able to address it successfully. And you see things will change. If you can't do that, then you hire a coach who will come around and do the job. Managerial role seems to be very easy. Manager, Francis, on retient juste que manager n'est pas chose facile. Yeah, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de maîtrise de soi aussi. Oui. Parce qu'on est face souvent à des personnes récalcitrantes. Oui. On est parfois face à des personnes qui ne vous comprennent même pas souvent. Oui. Et on est face à des personnes qui viennent comme si c'est en concurrence qu'ils arrivaient. Oui. Et puis ça fait en sorte que ça frustre même le superviseur au point où parfois on arrive à regarder juste les choses. On regarde et on se dit ok, on devient une sorte de béni oui. Voilà. Tout ce qu'on dit, on dit seulement oui. Le manager maintenant, le superviseur ne fait plus ça, son travail comme il se doit. Il dit seulement oui parce qu'il est frustré au fond de lui. Et moi, ce que j'ai écouté de Francis ce matin, c'est que le manager, c'est celui qui détecte les bons talents pour faire des choses. Et c'est celui qui sait aussi retenir lorsqu'il voit qu'il y a un travail qui est mal fait, il sait se retenir. Et donner simplement des directives. Des directives, tout simplement. Parce que quand on a été un super employé dans un domaine, la tentation de pouvoir exécuter les mêmes tâches est très grande. Elle revient. très grande. Il faut s'abstenir, et donner la chance à l'employé de pouvoir développer les compétences dont il a besoin. Je me reconnais dedans. Et aussi, il faut reconnaître que tout le monde n'a pas les mêmes capacités intellectuelles. Il faut le reconnaître. Et les managers qui ont du mal à reconnaître cela ont souvent des problèmes avec leurs équipes. On peut être super intelligent. On peut avoir une compréhension très facile des problèmes. Et les autres, avec nous, n'ont pas la même compréhension. Donc, il faut parfois aller aussi à leur rythme en les motivant. Quand on fait ça, on a moins de problèmes. Il faut savoir accepter les autres dans leur diversité et avec leurs lacunes. Et c'est pour ça justement qu'on est manager. Accepter les uns avec leurs qualités et leurs défauts. Merci Francis Serrette. On le retrouve sur les réseaux sociaux, bien sûr, francisserrette.com, voilà, ou encore Francis Serrette sur Facebook pour avoir toutes les informations à propos de lui. Et je crois qu'en termes de coaching d'entreprise, les chefs d'entreprise qui nous regardent en ce moment, vous avez besoin de lui pour venir un peu rebooster votre entreprise. Vous pouvez faire appel à Francis Serrette. C'est son domaine de définition. Il sera là pour vous. Il sera encore là mercredi prochain avec nous pour parler toujours de management, du coaching d'entreprise. Merci Tonton Calvino. Merci Megas. Merci Cathy. Merci Cathy. You're welcome. On se retrouve demain. C'est jeudi. Vous allez aller manger, hein, je viens payer. Avec le révérend Messina. Tu voulais qu'elle dise quelque chose. Il est midi, hein, vous pouvez aller manger, je viens payer. It's a no comment.